Retour dans cette émission pour la seconde partie de l'autre journal. Nous rappelons que nous avons reçu cet après-midi ou bien aujourd'hui dans ce numéro 79 Monsieur Claude Ameganvi. Il est le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs. Il est également secrétaire du comité de libération de tous les prisonniers politiques du Togo. C'est avec lui que nous sommes en train de débattre de l'actualité. Et nous restons toujours du côté de la prison avec les prisonniers politiques. Quelles sont les actions que votre comité mène pour que ces personnes-là recouvrent entièrement la liberté? Bien. D'abord, je l'ai peut-être dit par le passé, mais c'est quand même important de le rappeler également. Ce comité s'est constitué à l'occasion de des arrestations arbitraires de Gérard Jossou et Brigitte Adjamagbo Johnson, qui, comme vous le savez, sont deux responsables de la dynamique Monseigneur Bodjuro, qui avaient été arrêtés à l'époque, fin 2019, début 2020, au moment où ils étaient en train de préparer des manifestations de contestation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui s'était passé dans les conditions que vous savez. Alors, c'est spontanément, comme cela se faisait par le passé, un groupe d'organisation s'est réuni et a décidé de mettre en place ce comité sur notre proposition pour obtenir leur libération. Peu de temps après, vu le tollé qu'a suscité surtout l'arrestation arbitraire de Mme Brigitte Adjamagbo Johnson, ils ont été libérés. Mais ce temps que nous avons passé à nous mettre ensemble pour discuter des conditions arbitraires dans lesquelles ces arrestations sont survenues, nous a permis d'apprendre qu'il y avait beaucoup d'autres, des dizaines d'autres prisonniers politiques en détention, et nous avons commencé à nous informer de leur situation. Nous avons d'abord eu un premier lot d'une quarantaine de détenus, et puis les jours passant, nous avons commencé à avoir les informations éparses qui venaient se rajouter à celles que nous avions obtenues au départ, le tout nous permettant de savoir que c'était un phénomène d'une ampleur tout autre que ce que nous pouvions imaginer au point de départ, et donc nous imposait la nécessité d'étudier sérieusement ce dossier. Alors, nous avons commencé à prendre contact avec des institutions en charge du suivi de la situation des prisonniers politiques, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, Amnesty International, l'Ordre des avocats, et puis toute une série de personnalités civiles, de responsables d'associations d'ailleurs, qui étaient au fait de cette situation-là. Et une fois que nous avons eu un tableau d'ensemble de ce qui se passait réellement, nous avons décidé de mettre les informations que nous avions collectées par écrit dans un mémorandum que nous avons élaboré et que nous avons mis à la disposition de l'opinion publique à partir d'une conférence de presse que nous avions organisée pour le vulgariser, et surtout de l'adresser aux autorités togolaises que nous avions identifiées comme étant celles-là même qui devraient intervenir pour que nous obtenions la libération de toutes ces personnes arbitrairement détenues. Et ces quatre personnalités sont d'une part le président de la République lui-même, Faure Sozien Gnassingbé, ensuite la première ministre Victoire Tomenga Dogbe, ensuite le ministre de la Justice Pius Agbetomé et le ministre en charge des droits de l'homme Christian Trimois. Alors par la suite, il nous a été indiqué que nous ferions bien d'adresser également ce mémorandum à la ministre des Armées, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant, Madame Nyakade, ce que nous avons fait. Mais les personnes que nous avons, pour la simple raison que, disons, les exactions commises à l'encontre des prisonniers politiques mettaient en cause ce qu'on a appelé des militaires. Et donc, il était nécessaire de saisir en tant que tel
ce qui est le ministre de la Défense, mais ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, on appelle le ministre ministre des Armées. Ce que nous avons fait. Mais les personnes auprès desquelles nous avons appelé l'opinion publique et les personnalités et organisations, tant au niveau national qu'au niveau international, à s'adresser pour faire pression, pour arracher la libération de toutes ces personnes arbitrairement détenues, ce sont ces quatre-là. Et donc, nous avons lancé cette campagne que nous avons relayée au niveau de la diaspora. Et Dieu merci, nos frères et sœurs de la diaspora s'en sont saisis et l'ont amplifié en allant voir différentes personnalités et autorités pour qu'elles interviennent auprès des autorités togolaises. Ils ont même fait plus. Certains d'entre eux, notamment le regroupement qui s'appelle Pyramide, a saisi l'occasion de la sortie de ce mémorandum pour lancer une campagne de parrainage des détenus, en menant des individus, de simples personnes et des institutions, des personnalités, des députés et autres, à intervenir auprès des autorités togolaises en leur adressant des messages, mais aussi une mobilisation au niveau de la diaspora togolaise pour collecter des fonds pour venir en aide à ces prisonniers politiques-là. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et nous devons nous réjouir de ce que des fonds assez importants ont été collectés qui nous permettent aujourd'hui de prendre en charge la situation de certains détenus qui sont dans des cas de détresse absolue. Parce que vous devez savoir que les prisonniers qui sont détenus dans les geôles du régime que nous avons au Togo doivent acheter leurs médicaments eux-mêmes. Alors que ce pourquoi on les a arrêtés n'est pas fondé, je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est eux-mêmes encore qui doivent prendre de leur poche alors qu'ils sont détenus, ils ne font aucun travail et tout, pour se soigner. Et lorsque vous n'avez pas de parents ni d'amis qui peuvent vous aider, vous êtes une simple personne comme c'est le cas pour la plupart, imaginez la difficulté que cette situation peut représenter pour les uns et les autres. Et donc, leurs familles se sont saignées à mort et nous avons vu mais des femmes en détresse, des épouses, des sœurs, même, puisque lorsque on arrive à cette situation, c'est essentiellement l'affaire des femmes. Parce qu'il faut apporter à manger aux prisonniers en détention. Il faut, en allant les voir, s'occuper de leur situation de santé. Et donc, lorsque l'un d'entre eux tombe malade, va subir une visite médicale, des analyses, etc., elle apporte les ordonnances, les donne aux parents, et qui doivent se débrouiller auprès des frères, des sœurs, des cousins, des amis, pour collecter des fonds, pour subvenir, pour acheter les médicaments et pour payer les frais de santé, qui, dans certains cas, ne sont pas de petites sommes. Il faut songer tout simplement que aujourd'hui, le moindre scanner ne se fait pas à moins de 90 000 à 120 000 francs. Or, beaucoup d'entre eux sont dans des états où on a besoin de faire ces explorations-là pour savoir le mal qu'ils ont. Où vont-ils trouver l'argent? En même temps qu'il faut les nourrir, il faut acheter des médicaments pour les soigner, etc. Donc, vous voyez, c'est devenu la quadrature du cercle pour nombre de familles. Et donc, nos frères et sœurs de la diaspora, l'ayant compris, se sont mobilisés pour que nous ayons à disposition de petits moyens pour aider ces détenus-là, ce que nous faisons. Et donc, je puis vous assurer que là où nous sommes aujourd'hui, chaque semaine, nous apportons des lots de médicaments à nos frères et sœurs qui sont détenus à la prison civile, au cabanon ou à la gendarmerie. Et la manière dont, parce que là aussi, il y a tout un parcours du combattant qui est organisé pour que ces médicaments arrivent aux détenus. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les familles n'ont plus le droit d'avoir un accès direct aux prisonniers dans les centres de détention à cause des mesures édictées pour l'éradication de la pandémie du coronavirus, du Covid-19. Et donc, c'est une situation qui est compliquée à tous les égards, à dessein, et moi je dis également, quelque part, par méchanceté délibérée.
Et donc, voilà cette situation. Mais moi, je me fais la réflexion actuellement. Si, en réalité, nous ne devons pas appeler l'État à prendre ses responsabilités par rapport à ces prisonniers politiques, parce que, quelque part, bon, je me dis que nous faisons la part belle au gouvernement en suppléant à ses responsabilités, puisque nous faisons ce qu'il doit faire. Ce n'est pas nous qui avons arrêté et mis en prison des gens, c'est eux qui l'ont fait, et donc c'est à eux de s'occuper de leur état de santé, de leur bien-être. Et s'il leur arrive quelque chose, c'est eux qui doivent en répondre. Vous comprenez? Et donc à partir de là, moi franchement, c'est cette discussion que nous allons avoir dans la prochaine période, et à savoir nous demander si il est normal que nous continuions à acheter des médicaments pour les gens, et si ce n'est pas plutôt à l'État qui les a arrêtés, qui les a fait torturer, hein, qui les a blessés, qui les a mis en difficulté, qu'il appartient de le prendre en charge. Oui, parce que c'est le régime de la double peine. Oui, peut-être que vous savez que l'État ne le fera jamais. Oui, non, mais c'est pas parce que l'État ne le fera jamais que nous ne devons pas placer l'État devant ses responsabilités. Oui, parce que quelque part, c'est totalement injuste, cette situation-là. Ok? Parce que c'est facile, hein, qu'un régime, mais disons, fondé sur la méchanceté, soit là, arrête des gens, les torture, les blesse, les... comment dire? Bon, laisse presque pour moi. Oui. Et puis demande aux associations de s'occuper. Oui, demande aux autres de s'en occuper. Mais dans quel monde on est là? On va où avec ça? Mais c'est trop facile, vous comprenez? À ce train-là, la part est belle. Ils peuvent continuer comme ça. Ouais. Parce que s'ils savent que cette façon de faire va faire pression sur les populations et les gens vont avoir peur, et donc tout le monde va se dire, ah, attention, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas avoir d'opinion dissidente par rapport à eux, parce que voilà ce qui risque de vous arriver, vous allez arriver là-bas, on va vous torturer, et puis quand vous allez tomber malade, on ne va pas trouver de moyens pour vous soigner, donc tenez-vous tranquille. C'est ça qu'ils voudraient qu'il arrive. Mais ça, on ne doit pas l'accepter. Parce que quand même, les libertés et les droits démocratiques sont garantis par notre Constitution, et à ce titre, on devrait veiller à son respect. Donc voilà l'ensemble de la problématique qui est posée aujourd'hui à nous, et que nous développons tout en poursuivant la campagne. Alors, juste pour terminer sur ce chapitre, dans la dernière période, nous avons décidé de sensibiliser davantage l'opinion publique sur la situation de ces prisonniers en informant davantage sur leur situation personnelle. Et donc, dans une conférence de presse que nous avons organisée, je crois le 16 juillet dernier, à l'occasion de le 18 juillet, à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, qui est consacrée aux prisonniers politiques, eh bien, nous avons décidé de lancer à partir de là une campagne quotidienne d'information sur la situation de chaque détenu. Alors, depuis lors, chaque jour, nous faisons l'événement sur un prisonnier politique, nous montrons son image, nous donnons des informations sur sa situation, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, les faits qui lui sont reprochés et les conditions dans lesquelles il est dans les centres de détention du Togo. Ceux qui sont malades, nous expliquons les difficultés qu'ils ont eu à traverser et la situation dans laquelle nous sommes, pour que l'opinion et la population dans son ensemble se saisissent de leur situation et fassent les pressions nécessaires avec nous pour qu'on puisse arracher leur libération et que ces gens retournent dans leur famille et puissent les retrouver et se restaurer. Alors, l'autre bataille sera par la suite d'aller plus avant et de combattre pour que ces personnes-là soient dédommagées lorsqu'elles sont libérées. Parce que certains d'entre eux, il faut le savoir d'ores et déjà, vont être des handicapés à vie. Ceux auxquels on a appliqué le supplice de la falanga dont je vous ai parlé tout à l'heure sont des gens, mais c'est sûr, hein, tous les spécialistes qui connaissent ces affections et ces conséquences sur le corps humain disent que les gens qui subissent ces tortures-là, mais finissent toujours handicapés, dans des fauteuils roulants, etc. et tout ça. Donc,
ces personnes n'ayant rien fait, eh bien, c'est l'État qui devra prendre ses responsabilités à leur endroit. Mais l'État qui devra prendre ses responsabilités à leur endroit, cet État-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Puisque si l'État doit les indemniser par la suite, c'est avec l'argent des impôts prélevés sur nous. Et donc, nous devons intervenir pour dire que ça cesse. Parce qu'on crée des dépenses inutiles sur notre dos, alors que nous n'avons pas demandé à un régime illégitime, un régime issu de multiples coups d'État militaires et électoraux, mais de prendre des gens et de les torturer. Alors pourquoi aurons-nous à payer pour les bévues qu'il a commises contre d'innocents citoyens? Quelque part, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Donc, voilà l'ensemble de la problématique qu'il faut présenter aujourd'hui à l'opinion. Ok. Merci beaucoup, M. Claude Ameganvi. Peut-être qu'en évoluant dans le débat, nous allons encore revenir sur les conditions dans lesquelles ces prisonniers sont en détention. Nous allons évoluer. Vous avez connu le scandale Pegasus. Oui. Effectivement, nous sommes face aujourd'hui à un régime qui restreint toutes les libertés, que ce soit la liberté d'association, liberté de manifestation, partis politiques sont interdits d'activité et tout cela. Pegasus, voilà un logiciel espion que le régime a acquis auprès de ses amis israéliens pour surveiller les Togolais. Est-ce que votre téléphone est surveillé, M. Claude Ameganvi? Moi, j'ai toujours pensé qu'il l'était. Oui. Toujours. Puisque, bon, le militant politique que je suis, de par la formation que j'ai eue depuis... Je rappelle qu'il y a encore 300 numéros qui sont en étude maintenant, qui vont sortir. Absolument. Et donc, je disais que depuis la formation politique que j'ai eue, depuis les bancs de l'université, j'ai été formé à savoir que tous ces appareils de communication, ou même à l'origine, dès que vous êtes un militant politique confronté à un régime dictatorial, vous devez savoir que vos faits et gestes sont suivis comme du lait sur le feu. Et vous êtes traqué de partout, on va chercher à avoir toutes les informations sur vous, parce que vous êtes devenu, ou vous êtes de fait, un élément dangereux à surveiller de près, puisque vous combattez pour en finir avec la domination d'un pouvoir illégitime, d'un pouvoir dictatorial, vous combattez pour changer l'ordre des choses, et pour ceux que vous combattez, vous êtes un ennemi. Et donc, ils vous traitent en ennemi. Ils ne vous traitent pas en adversaire, ils vous traitent en ennemi. S'ils ont l'occasion, ils vous éliminent. Et au point de départ, ils vont tout faire pour vous mettre en prison et donc vous chercher des histoires. Moi, la prison, je l'ai faite pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mise en prison par Yadema de manière gratuite. Donc je sais à quoi m'en tenir depuis. Et donc, j'ai toujours su que mes téléphones, mes appareils là que nous avons ne sont jamais sûrs. Et vous devez compter avec et faire avec. Et souvent, lorsque vous recevez des communications, vous entendez des bruits bizarres. C'est le petit aspect de la chose. Justement. Et dans le landerneau politique togolais, nous tous, nous savons que nos téléphones sont nécessairement écoutés. Puisque lorsque vous allez dans certaines réunions de plusieurs organisations politiques, il est de tradition que les téléphones soient rangés dans une pièce au loin et que là où vous débattez et vous discutez des questions, des questions en cours, eh bien, il n'y ait pas d'appareil qui puisse transmettre ce que vous dites. Ce qui n'empêche pas que le régime passe par d'autres moyens pour avoir les mêmes informations. Et des fois même, vous sortez des réunions et puis on vous joue ce que vous avez dit au cours de la réunion. Chacun imagine ce qui peut se passer. Mais ça également, ce sont les réalités du Togo. Bref. Bon, donc, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, cela est une réalité. Mais ce qui est scandaleux, c'est de l'accepter. On ne peut pas dire que le fait d'écouter des citoyens soit quelque chose de normal dans un état de droit. En aucun cas.
La Constitution l'a interdit. Mais la Constitution, de manière formelle, l'interdit. Et tous les instruments internationaux ratifiés par l'État togolais l'interdisent. Parce que ça fait partie des libertés civiles et politiques. Chaque individu a droit à ce que sa vie privée soit préservée. Et l'État n'a pas à venir farfouiller dans votre intimité pour savoir ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Tant que vous n'avez pas commis des actes attentatoires à la sécurité, eh bien, on doit vous foutre la paix. Mais aujourd'hui, le fait d'être un adversaire ayant une opinion divergente de celle des gens au pouvoir constitue de fait un délit. Parce qu'en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la criminalisation de l'opinion divergente par rapport à celle des gens qui sont au pouvoir. Et ça, ce n'est pas acceptable. À partir du soulèvement du 5 octobre 1990, il y a eu tout un combat, même avant le soulèvement, puisque ces pratiques avaient lieu sous le régime des Yadema par le passé, avec de terribles conséquences, puisque cette situation a conduit à des arrestations d'innocents citoyens, des gens qui exprimaient leur opinion sur le régime des Yadema, des gens dont parfois même, pour être tout à fait trivial, des membres des familles étaient enlevés ou soustraits pour le dictateur. Je parlais de tous ces faits auxquels on assistait sous son régime, où on venait prendre des épouses, des jeunes filles, à qui on envoyait des militaires en disant « le président vous appelle ». Et puis, ces filles ou ces femmes mariées-là devenaient des objets sexuels. Pour Yadema, tout ça c'est connu. Il y a eu une documentation là-dessus énorme. Et dès que des gens critiquent cela, on parle au téléphone, on vient, on les arrête. Certains sont licenciés. Il y a eu plusieurs cas qui ont été documentés sur ça, en menant à ce que ces pratiques-là soient dénoncées par les citoyens dans tout ce mouvement de contestation de l'état de terreur que le régime des Yadema faisait régner sur les populations togolaises. Ce qui a emmené à ce que, après la conférence nationale et les débats sur les exactions qu'il y a eu sous le régime des Yadema et ses travers, eh bien, la nécessité de graver dans le marbre de la Constitution une disposition qui interdit les écoutes téléphoniques, autre que celle par la justice, a été une donnée qui a été inscrite dans la Constitution. Et donc à partir de ce moment-là, mais c'est devenu un droit des citoyens que nous devons défendre, bec et ongle. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxièmement, il y a toutes les dispositions du code pénal également, et ça c'est sur le terrain de la justice. La Constitution, c'est pour tous les citoyens. Le code pénal, c'est la loi qui donne, qui confirme les libertés définies dans les grandes lignes par la Constitution, dans des dispositions législatives précises qui doivent être respectées. Et lesquelles dispositions législatives interdisent également d'écouter des citoyens. Mais ce régime s'en fout, s'assoit dessus et le méprise absolument, et personne n'a... On fait comme si personne n'a rien à dire. Ce n'est pas normal. Ensuite, lorsqu'on va plus loin, il y a vous, les journalistes, à qui on a imposé un code de déontologie avec des règles d'obligation, de devoirs, de choses à observer. Mais tout cela a été décrété, mais on n'a pas empêché que la règle universelle sur la base desquelles fonctionne le journalisme soit préservée, à savoir le secret des sources pour les journalistes. Et donc, la question des écoutes téléphoniques revient là, puisque, de fait, l'interdiction pour un journaliste de révéler ses sources, mais vient en contrepoint par rapport à ces écoutes téléphoniques illégales qui, en fait, permettent de contourner cette loi qui interdit qu'on exige des journalistes de révéler leurs sources. Donc, voilà le carrefour autour duquel toute cette problématique se trouve confrontée. Et donc, tout ce qui s'est fait par le logiciel Pegasus
tombe dans l'illégalité la plus absolue, sur tous les points. Aussi bien du point de vue de la législation nationale que du point de vue de la législation internationale. Et même de manière beaucoup plus globale du point de vue de la morale. Parce qu'en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais nous avons devant nous un pouvoir qui est totalement illégitime, non reconnu, dont la légitimité n'est pas reconnue par la plupart des citoyens togolais, et nous dénions à ce pouvoir-là le droit de nous écouter, le droit de violer notre intimité et le droit de nous imposer des choses en prétendant ou en nous assimilant des terroristes, parce que c'est ce qu'il fait. Il assimile ceux qui ont une opinion divergente de lui, de fait, à des terroristes, puisqu'ils ont expliqué que ce logiciel a été loué pour combattre le terrorisme. Donc, de fait, les journalistes, les hommes politiques, et même des membres du régime, parce qu'aux dernières nouvelles, des membres même du régime ont été écoutés ou sont écoutés. Et donc, de fait, ça assimile tout citoyen finalement à un terroriste. Puisque sur les 300 qui sont évoqués comme étant des personnes écoutées au Togo, il y a de tout, finalement. Et cela, ce n'est pas acceptable. Oui, merci beaucoup, monsieur Claude. Voilà, l'aspect même que l'on ne comprend pas, c'est le fait que le Togo soit porté candidat à utiliser ce logiciel. Quand bien même on voit aujourd'hui sur l'aspect, sur le plan social, tous les déboires que connaît la population togolaise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne mangent pas à leur faim, il y a des tasses qui pèsent sur les gens, les travailleurs, leur salaire, c'est... Peau de chagrin, oui, c'est pas ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de terrorisme, mais les pays qui sont en proie, qui sont des proies des terroristes, aujourd'hui, n'ont pas acquis ce logiciel-là. Mais c'est le Togo qui s'est porté candidat à ce logiciel. Or, la population souffre. C'est le contribuable togolais. On a utilisé des centaines de millions pour acheter ce logiciel, M. Claude Ameganvi, alors que la population togolaise ont faim. Vous voyez le paradoxe? Oui, le paradoxe, il est absolu et il est absolument inacceptable. Alors, la question essentielle, c'est la deuxième que vous avez évoquée, à savoir que des pays de la sous-région, qui eux sont confrontés à la réalité du terrorisme, puisque ce sont des pays en guerre, ce sont des pays dans lesquels il y a des mouvements djihadistes qui ont pris les armes, qui tuent des soldats et tout, des pays comme le Niger, le Burkina Faso et autres, le Mali. Mais n'ont pas acquis ce logiciel. Et pourtant, c'est eux qui sont au devant de la lutte contre le djihadisme. Ils ne l'ont pas acquis et on ne comprend pas pourquoi. Le Togo, qui n'est pas confronté à cette déstabilisation djihadiste-là, l'accueille. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on entend dire qu'il y a des braquages dans les rues de Lomé, mais ça, il y en a partout. Même le Nigeria, qui est une grande puissance, qui est confronté au phénomène de Boko Haram, n'a pas acquis ce logiciel. Alors que le Togo, un petit pays aux moyens limités, mais investi à fond perdu dans l'acquisition de ce logiciel et dans l'espionnage, parce que c'est pas autre chose, c'est le terme qu'il faut employer, dans l'espionnage de ces journalistes, de ces responsables politiques, de ces militants syndicaux et de ces responsables de toute une série d'associations de défense des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas acceptable d'aucun point de vue. Et lorsqu'on part de là, d'abord, on se rend compte de la véritable escroquerie nationale que représente cette question du combat contre le terrorisme qui est mise en avant, parce que en réalité, on détourne des fonds de l'État, mais une part importante du budget qui aurait dû servir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais à survenir aux besoins des populations, à s'occuper des problèmes des hôpitaux. Il n'y a pas un seul hôpital digne de ce nom dans ce pays où on puisse avoir un scanner fonctionnel. Il n'y en a pas. Lorsque les gens ont besoin de passer des examens au scanner, il faut qu'ils aillent dans des cliniques privées. Mais ce n'est pas tolérable. Combien de scanners on n'aurait pas pu acheter avec tout cet argent qui est englouti là-dedans
pour contrôler quel terroriste, des terroristes inexistants, ce n'est pas admissible. Et lorsqu'on sait par ailleurs que en matière d'équipement des populations en eau potable, la situation de nos écoles, tous les phénomènes, les facteurs sociaux, en tout cas, bon sang, tout cet argent-là aurait été investi plus utilement ailleurs, au service des populations. Non, mais vous avez un régime qui n'en a cure, qui n'en fait qu'à sa tête, qui bien évidemment est au pouvoir depuis maintenant près de 56 ans, et en réalité, dans le fond de cette affaire, c'est l'absence de contrôle citoyen sur le pouvoir politique qui emmène à cette dérive, parce que c'en est véritablement une. Et le fait que nous soyons toujours dans un régime de dictature dans la situation togolaise est responsable de ça. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et donc, c'est la dénonciation de cette situation dont nous voyons les manifestations concrètes à travers ce phénomène qui doit nous emmener à appeler la population togolaise à prendre ses responsabilités et à lui dire qu'il faut qu'elle s'organise pour qu'on mette fin à ce régime. Parce que la voie la plus économique, la plus courte, pour régler ce problème de manière définitive, c'est de faire en sorte que Faure et Sozimna Nyasingbe soient contraints à la démission. Et vous savez que sur ce chapitre-là, nous avions déjà pris une initiative puisque nous avions lancé une pétition pour sa démission que nous continuons à faire signer, mais pour la signature duquel nombre de citoyens avaient peur. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Et donc nous devons dire aux gens, aux uns aux autres, mais il faut à un moment donné que nous arrêtions d'avoir peur. Parce que le minimum de liberté que nous avions jusque-là, celle que nous avons conquise depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, va nous être arrachée si nous continuons à être dans cette situation où nous pensons que ce régime, nous ne pouvons pas lui dire que ça suffit. Non. C'est ça la situation. Et donc il faut que nous prenions nos responsabilités en disant stop. Et cette réflexion, elle doit rebondir, elle doit continuer à faire son chemin, elle doit nous emmener à sortir de cette situation de quasi-impuissance dans laquelle nous sommes, mais dû au fait aussi que non seulement la répression pèse, mais le régime utilise des arguments comme les mesures barrières décrétées pour l'éradication de la pandémie du coronavirus, c'est-à-dire l'interdiction des manifestations, etc. et tout ça, qui, là en réalité, il faut le voir aussi, sont une donnée mondiale. C'est-à-dire que tous les pouvoirs arbitraires de par le monde, y compris le pouvoir français, a utilisé cet arsenal répressif pour interdire aux citoyens de jouir de leur liberté civile et politique. Mais la roue a tourné aujourd'hui. Et on est confronté à une situation où dans tous les pays du monde entier, vous avez des mouvements aujourd'hui qui montent de plus en plus et qui disent stop, ça suffit. Toutes ces mesures édictées pour restreindre nos libertés, nous n'en voulons plus. La pandémie du coronavirus ne doit pas être un paravent derrière lequel on doit se cacher pour instaurer des régimes de dictature contre nos intérêts. Et donc de la même manière, ce cri-là, nous devons commencer à le pousser ouvertement au Togo. En tout cas, nous avons commencé. Et nous appelons la population à nous rejoindre, à nous suivre pour qu'il s'amplifie de plus en plus. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci, Monsieur Koulda Ameganvi. Nous allons encore observer une petite pause et puis nous revenons après.